C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, merci Oswald pour l'introduction. J'ai une slide, bon, une seule aujourd'hui, pour un peu faire l'introduction sur le module. Donc, introduction à l'analyse des coûts et financements. Je vais partager mon écran et après, peut-être la présentation des slides. J'ai vu également que vous avez des questions sur la plateforme. Donc, on est là. Je pense que vous êtes chanceux. On a trois tuteurs quasiment pour ce module. Donc, les trois sont réunis en plus de Julia. Donc, pour toutes les questions que vous avez par la suite, on pourra les prendre et en discuter. Là, j'ai fait le partage d'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Julia, c'est bon? Oui, très bien. OK. Donc, comme Oswald le disait, le module 5 est relatif à l'analyse des coûts et financements avec une forte propension sur l'exercice de simulation. Donc, vous avez déjà commencé à faire certaines analyses déjà dans le module 4. Et l'idée, avant même de rentrer dans le module, l'idée de la présentation sera un peu de déterminer ou de discuter ensemble de la place de l'analyse des coûts et financements dans le processus de planification. Donc, depuis quelques mois maintenant, vous êtes engagé dans cette formation qui a pour but de vous doter des compétences techniques nécessaires pour faire de vous des planificateurs aguerris. Donc, pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes déjà des planificateurs du système éducatif. L'idée, c'est vraiment de renforcer des capacités sur des thématiques précises. Et ces thématiques-là couvrent tout le long du processus de planification. Et l'une des étapes, justement, de ce processus, c'est l'analyse des coûts et financements. Mais cette analyse vient avant plusieurs autres analyses qui sont tout aussi pertinentes et qui ont fait l'objet des différents modules que vous avez eu, donc le module 0 jusqu'au module 4. Donc, dans le processus de planification, la première phase, si on peut le dire, c'est une phase diagnostic, comme on le fait dans nos pays, donc du diagnostic, pour savoir quels sont, si on a à l'échelle du système éducatif national, quels sont les défis voilà, du système éducatif, quels sont les problèmes, quelles sont les faiblesses, quels sont les goulots d'étranglement peut-être sur certaines thématiques, qu'est-ce qu'il y a à adresser, peut-être aussi qu'est-ce qui marche bien pour pouvoir pérenniser ces thématiques où tout va bien. Donc, la toute première étape, c'est vraiment de faire cette étape de diagnostic-là. Ensuite, lorsqu'on finit le diagnostic, l'idée, c'est de pouvoir formuler des politiques. Donc, le diagnostic nous dit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. La seconde étape, c'est de voir où est-ce qu'on veut aller sur les prochaines années. Donc, en fonction du type de planification que vous faites, on est peut-être sur une planification euh, à long terme, sur plus de 5 ans, 7 ans, à moyen terme, 3 à 5 ans, ou peut-être même à très court terme, 1 an à 2, 3 ans. Donc, on formule des politiques, on va concevoir des programmes afin de pouvoir euh, proposer des solutions pour adresser les principaux défis et problèmes qu'on a identifiés lors de la phase de diagnostic. Et également, lorsqu'on propose ces solutions, on discute de la mise en œuvre. Donc, ces étapes, ce sont principalement tout ce que vous avez fait jusqu'ici dans les modules précédents, donc les modules sur le diagnostic, sur les politiques, ainsi de suite. Et ensuite, vient l'étape des co-financements. Donc, c'est sur cette étape à laquelle on se situe dans ce module 5. L'idée de cette étape, c'est de savoir combien est-ce que toutes les solutions qu'on propose vont coûter. Donc, quel est le coût qui est associé aux différentes activités, aux différents programmes, aux différentes politiques qu'on souhaite mettre en œuvre et qui sont même déjà mises en œuvre dans le système éducatif. Quels sont leurs coûts? Et aussi, quelles sont les unités de financement? Donc, qui est-ce qui paye ou qui va payer pour la mise en œuvre de ces politiques-là? Et qu'est-ce qui va être payé? Donc, qu'est-ce qui va être payé en termes de dépenses courantes, salaires, biens et services, fonctionnement, ainsi de suite, mais aussi en termes de dépenses d'investissement. Donc, l'analyse des coûts et financements se situe vraiment à ce niveau-là après
Pendant la phase diagnostique, on fait également de l'analyse des coûts et financement, la formulation des politiques, la conception des programmes. Et maintenant, on va discuter de modèles de simulation et toutes ces choses que vous avez déjà vues, je le sais, dans les premières activités du module 5. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir faire cette analyse? Comme vous le savez, bon, on a coutume de dire de façon très triviale que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc, si on a de très bonnes idées et qu'on n'a pas derrière les ressources pour pouvoir les mettre en œuvre, on ne pourra pas avoir de résultats. Et ceci est d'autant plus important que plusieurs de nos économies se retrouvent actuellement et même dans les années précédentes dans un contexte de ressources limitées. Et même lorsque tout va bien, il y a quand même une contrainte sur les ressources parce que l'éducation n'est pas le seul secteur de l'économie. Donc, il y a plusieurs autres secteurs qui essaient un peu d'avoir leur part du gâteau. Donc, tout comme nous, ici, on parle de planification de l'éducation, on a nos collègues de la santé également qui vont parler de planification du secteur de la santé. Et on a nos collègues de la défense qui vont se dire qu'il est très important pour le pays de pouvoir s'armer, avoir des forces pour pouvoir défendre le pays. On a nos collègues des infrastructures qui vont également dire que les routes sont importantes, ainsi de suite. Donc, le budget, il est limité, mais on a des besoins qui sont illimités. Donc, on a tous les secteurs qui essaient un peu d'avoir une part, voire la part la plus importante du gâteau national et des fonds qui sont reçus au niveau international. Donc, pour le secteur de l'éducation, l'analyse des coûts et financements, elle est importante dans ce sens où elle permet aux décideurs de comprendre quelles sont les ressources qui sont mobilisées pour le secteur de l'éducation. D'où viennent ces ressources, comment est-ce qu'elles sont utilisées et aussi et surtout, dans le contexte actuel, comment maximiser l'utilisation de ces ressources-là pour pouvoir accroître l'efficacité, l'efficience et l'équité de la dépense. Donc, pour un franc CFA, par exemple, dépensé en fonction de la façon dont on le dépense, on peut avoir des résultats qui sont beaucoup plus importants. Donc, cette notion d'efficacité, d'efficience et d'équité, elle sera très importante dans l'analyse des coûts et financements. Donc, après ces deux premiers points, un élément également qu'on va voir tout au long du module, et vous avez déjà commencé à le voir lorsque vous avez lu le module, c'est cette notion de modèle de simulation financière en éducation. Donc, on va apprendre à le construire, à l'utiliser, à voir qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on s'en sert pour pouvoir, euh, dans l'analyse des coûts et financements pour le secteur de l'éducation. Donc, on aura, lors des prochaines sessions, des activités dédiées au modèle de simulation. On aura des discussions sur lui. On sera disponible pour toutes les questions que vous avez. Mais je vais m'en arrêter là pour l'introduction et laisser la parole à Oswald et aussi Maouli s'il y a des choses à rajouter. Et par la suite, on pourra prendre toutes vos questions et toutes vos préoccupations et discuter ensemble. Merci. Merci beaucoup, Messou. Je pense que tu as largement fait le tour. Et si Maoli n'a pas de compléments à faire, euh, j'aimerais juste insister sur le fait que ce chapitre, et Messou l'a dit tout à l'heure, ce module, il est extrêmement important dans un contexte de rareté de ressources, mais aussi et surtout, on a besoin de nous projeter dans l'avenir. Et on ne peut pas se projeter si on n'a pas une bonne visibilité le, sur ce à quoi va ressembler l'environnement économique, les politiques éducatives dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment un chapitre qui va faire le lien avec le fonctionnement de l'économie dans sa globalité et aussi surtout qui va préparer le chapitre, pardon, le module suivant sur l'efficacité externe. Et si vous vous souvenez, on disait dans le module, je pense, 1, on parlait de la relation à double sens entre
démographie, éducation ou entre, démographie, entre éducation et puis économie. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est un module qui est très important. Ce que on a remarqué jusque-là, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions dans les modules précédents. Je pense que c'est vraiment l'opportunité pour vous de poser beaucoup de questions sur ce module-là. C'est vraiment le cœur de, de la question financière dans les systèmes éducatifs. Je vais m'en arrêter là, voir si Maouli a des apports à faire. Sinon, on va aller vers les questions des participants. Merci. Merci Oswald, merci Messou. Pas d'apport supplémentaire, on peut avancer. Très bien, merci beaucoup Maouli. La parole vraiment à qui veut la prendre. Hein? La parole est à qui veut la prendre. Messou, peut-être tu peux laisser ton écran. Peut-être qu'ils vont réagir sur des sujets particuliers avec ça présent à l'esprit. OK. Merci beaucoup pour vos explications et votre introduction. Alors, je ne sais pas si... Je crois que Monsieur Khan est là. Mais donc, on avait une première question, une première série de questions dans le forum. Monsieur Souleymane Khan, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Sinon, je lirai votre question depuis le forum. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Khan? OK. Alors, les questions, en tout cas, exprimées dans le forum pour l'instant, c'était donc des explications sur le cours 1 du module 5, notamment sur monnaie courante, monnaie constante. Pourquoi le PIB? Pourquoi le calcul de l'inflation? Pourquoi l'indice des prix? Donc, si vous arrivez à activer votre micro, est-ce que vous pourriez nous donner plus peut-être d'informations ou de détails sur votre question? Je mets la question donc dans le chat pour le moment. Et Monsieur Khan, allez-y, hein, n'hésitez pas à détailler votre question davantage. Donc une question plus sur la partie 1 du cours, sur la monnaie courante, monnaie constante, et après des questions sur le PIB, le calcul de l'inflation, l'indice des prix. Messou, tu veux lui répondre? Je ne sais pas si on lui laisse la parole pour Bonjour. donner des éléments de contexte. Oui. Bonjour. Allez-y, Monsieur Khan. Bonjour. Je m'excuse du retard, hein, je viens d'entrer là. J'ai vu un message. Maintenant, par rapport à ma question, c'est moi j'ai relu le cours, mais sincèrement, bon, c'était pas du tout facile. Et pour le cours même, je veux peut-être une explication un peu ramassée, parce que c'était pas facile. Mais maintenant, je me suis dit pourquoi calculer par rapport, les calculs par rapport à la monnaie courante, des explications par rapport à la monnaie courante et monnaie constante. Maintenant, pourquoi avoir recours surtout au PIB et à ces éléments-là par rapport pour pouvoir faire le travail? Quelle est l'utilité? On Pourquoi vous le entend plus. choisir? À quel moment? C'est pas clair. Allô? D'accord, donc pourquoi calculer le PIB? Pourquoi le choisir? Voilà. Pourquoi Comment le le choisir? calculer? Voilà. Et à quel moment peut-être avoir recours à ça? Voilà. Est-ce qu'on peut pas aller calculer directement par rapport à la monnaie courante essentielle, quoi? Pourquoi avoir recours à la monnaie constante? Voilà. Pourquoi? Ces éléments-là de compréhension qu'il faut un peu, voilà, à mon niveau. C'est ce que j'avais à poser par rapport au professeur. Hein. Bon, je m'excuse encore du retard. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ça va bien. OK, merci, Monsieur Khan, pour les questions que vous avez posées. Je pense que ce sont des questions qui reviennent certaines années et on va prendre le temps d'en discuter aujourd'hui. Ici, il y a les autres participants également qui ont des questions. N'hésitez pas à lever vos mains ou à même rajouter ces questions-là dans le chat. Donc, la première chose, c'est
hein. L'inflation, monnaie courante, monnaie constante, bon, toutes ces notions-là sont un peu liées entre elles. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir différencier monnaie courante de monnaie constante? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, l'idée de l'analyse des coûts et financements, c'est de pouvoir apprécier le niveau d'effort qui est fait pour financer le secteur de l'éducation et aussi se projeter dans le temps pour savoir quelles sont les ressources qu'on pourra mobiliser sur les prochaines années pour pouvoir mettre en œuvre des politiques éducatives. Donc, le meilleur exemple peut-être qu'on peut prendre pour pouvoir expliquer monnaie courante, monnaie constante, c'est de prendre un article qu'on connaît tous, par exemple le pain. Donc, le pain, je pense, M. Khan, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, si vous utilisez le franc CFA, aujourd'hui, le pain, il est peut-être à, disons, 100 francs CFA dans votre pays. Mais il y a peut-être 150. 150, voilà, dans votre pays. Donc, pour 150 francs CFA, vous avez un pain. Mais si on revient en 1990, pour 150 francs, vous auriez peut-être eu 10 pains, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui a changé entre 1990 et 2026? Il y a eu l'inflation, il y a eu un ajustement du niveau des prix, il y a eu tous ces éléments-là qui ont fait que pour les mêmes 150, que ce soit en 90 ou en 2026, vous avez des niveaux ou des quantités qui sont différentes. Donc, si on se remet dans le contexte du système éducatif, pour les mêmes 150, par exemple, pour acheter un manuel aujourd'hui, un livre, par exemple, pour un enfant, on aurait pu, en 1990, acquérir, au lieu d'un, on aurait pu acquérir, par exemple, 5 ou 6 ou 10 manuels. Donc, vous voyez qu'en fonction de la façon dont on traite la question de l'inflation, on a des implications sur la politique éducative, sur les quantités qui peuvent être différentes. C'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir, lorsqu'on fait ces analyses, lorsqu'on dit par exemple 1 million, le 1 million, est-ce que c'est 1 million évalué au prix de 2026 ou c'est 1 million évalué au prix d'une année de référence, par exemple 2000, 2005 ou 2010, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on dit monnaie courante, c'est le prix et la quantité, pardon, évaluée au prix de l'année en cours, donc l'année 2026, par exemple. Donc, si le budget de l'État pour l'éducation est de 1000 francs CFA en monnaie courante, ces 1000 francs CFA correspondent au pouvoir d'achat de 2026. Donc, ça implique que avec ces 1000 francs CFA, on pourra acheter des articles au prix de 2026. On pourra payer les fonctionnaires au prix de 2026. On pourra acheter des manuels, faire de l'investissement au prix de 2026. Par contre, si on dit que le budget de l'État pour l'éducation est de 1000 francs CFA au prix de 1990, vous voyez qu'en 1990, on pouvait acheter beaucoup plus d'intrants en termes de, par exemple, manuel scolaire, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Le niveau également du salaire des enseignants n'était pas le même. Le coût des investissements n'était pas le même du fait des niveaux de prix en vigueur pendant ce temps-là. Donc, pour les mêmes 1000 francs en monnaie constante de 1990, on avait plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est ce pourquoi c'est important lorsque vous parlez de valeur monétaire, de pouvoir différencier monnaie courante de monnaie constante. Et l'inflation permet de pouvoir différencier ces deux notions-là. Donc, ça, c'est la réponse sur la première question. La deuxième question, c'est pourquoi utiliser le PIB? Donc, la monnaie courante et la monnaie constante, on l'utilise pour toutes les variables économiques. Donc, on peut dire le salaire de M. Khan est évalué en monnaie courante comme le salaire de M. Khan est évalué en monnaie constante 2005, par exemple. Donc, la signification, si vous avez suivi
jusqu'ici, c'est que si on a monnaie courante, c'est que votre salaire correspond au pouvoir d'achat et associé au prix de 2026. Si on a monnaie constante 2000, ça veut dire votre salaire correspond au pouvoir d'achat associé au prix qu'il y avait en 2000. Donc, le PIB, comme toutes les autres variables, que ce soit les dépenses publiques, d'éducation, le service de la dette, donc toutes les variables, on peut les calculer en monnaie courante et en monnaie constante. Le PIB particulièrement, il est important. Tout à l'heure dans l'introduction, je le disais, on a plusieurs secteurs dans l'économie et tous ces secteurs-là essaient de pouvoir avoir une part du gâteau, on va le dire ainsi. Donc, la façon la plus simple, je pense, de le comprendre, considérer le PIB comme étant la richesse qui est produite dans un pays. Et cette richesse-là, l'État va en prendre une partie pour la redistribuer aux différents secteurs de l'économie. Donc, on considère que l'État, c'est un père de famille qui produit, donc qui travaille. À la fin, il a en poche une certaine enveloppe et cette enveloppe, il doit la diviser en plusieurs de ses enfants. Donc, un de ses enfants va s'appeler santé, l'autre va s'appeler éducation, l'autre va s'appeler défense, l'autre va s'appeler infrastructure, ainsi de suite. Et lorsqu'on regarde la part qu'a reçue l'éducation par rapport au PIB, ça nous donne une idée de sur la richesse totale que le père État a pu avoir dans l'année, quelle partie ou quelle proportion a été allouée à son enfant éducation. Et c'est la même chose quand on va avancer dans le module. Vous allez voir qu'il y a un autre indicateur, les dépenses d'éducation en pourcentage, par exemple, des dépenses totales de l'État. Donc, c'est la même chose. Le père éducation a plusieurs postes de dépenses. Il dépense sur plusieurs enfants, dont l'enfant éducation. Donc, lorsqu'on va calculer cet indicateur, l'idée, ça sera de voir sur tout ce qu'a dépensé le père État sur tous ses enfants, combien l'enfant éducation a eu comparativement aux autres enfants. Ceci nous donne une idée de la place que le père et État accorde à son enfant éducation par rapport aux autres enfants. Donc, je ne sais pas si ça répond, M. Khan, à votre préoccupation. Je laisse également les autres collègues, Oswald Maouli, si vous avez des rajouts. Merci. Merci, Bessou. Je pense que enfin, ça me convient. Peut-être trouver le moyen de dire ça autrement, en espérant que ça va ajouter ça va ajouter à la compréhension des collègues. Vous êtes par exemple, chef d'État, vous avez plusieurs sous-secteurs, plusieurs secteurs que vous devez financer. Mais soit parler de plusieurs secteurs, éducation, santé, infrastructure, tout ce qui va avec le bon fonctionnement d'un système dans sa globalité, pas seulement éducatif. Et en fonction de l'importance que vous accordez à chacun des secteurs, vous donnez une partie, en fait, de ce que vous-même vous avez, n'est-ce pas? Et ce que l'État a, c'est son budget. Ce que l'État a, c'est son budget, qu'il ne faut pas confondre avec le produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées, donc qui est la richesse nationale. Et cette richesse nationale-là, chacun des citoyens y contribue. Chacun des citoyens y contribue. Et l'État collecte une partie de la richesse nationale pour financer ses activités. Et c'est ça qui permet de construire le budget. Donc, vous avez le PIB d'un côté, qui va être la richesse nationale. Une partie de ce PIB-là, en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit dans le module 5, permet d'aller vers le budget à travers quelque chose qu'on a appelé la pression fiscale. Et lorsque vous avez votre budget, vous le répartissez entre vos secteurs, ce que Messou a appelé vos différents enfants. Donc, vous avez la priorité à l'éducation, vous avez la priorité à la santé, vous avez la priorité aux infrastructures.
en fonction justement de votre stratégie de développement pour le pays. Peut-être une chose aussi qu'il faut prendre en compte et qui s'applique véritablement au secteur éducatif dans les pays africains, c'est qu'on n'a pas un seul ministère. On n'a pas un seul ministère en charge de l'éducation et on a dans certains pays jusqu'à 3 ministères. Donc vous comprenez que une fois que vous avez le budget pour l'éducation, il faut aussi le répartir entre chacun de ces ministères-là. Lorsque vous répartissez votre budget de l'État entre les différents secteurs, vous faites ce qu'on appelle un arbitrage intersectoriel entre secteurs, santé, éducation, infrastructure et consorts. Mais à l'intérieur du système éducatif, vous allez faire plutôt un arbitrage intrasectoriel pour répartir votre budget entre le FTP, entre l'enseignement supérieur, entre l'enseignement secondaire et le primaire et le préscolaire. Donc, voilà quelques éléments que peut-être je vais ajouter en espérant que je n'ai pas mis plutôt de la confusion dans votre esprit. Merci. Merci Oswald. Monsieur Kahn, est-ce que ça répond aux questions que vous aviez? Et est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont également des préoccupations? Merci, Monsieur Kahn. Merci. Je pense que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Je pense que c'est assez clair, vos deux explications. Maintenant, je dirais seulement, ce que j'ai compris, c'est que nécessairement, pour faire une bonne analyse, il faudra avoir recours à la monnaie courante et à la monnaie constante pour pouvoir bien faire une analyse de la situation. Donc, de vos explications, j'ai compris cela. Est-ce que réellement c'est cela? Merci à tout le monde. Oui, vous avez compris, Monsieur Kahn. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent? N'hésitez pas à lever la main ou même mettez votre question dans le chat. On est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Oui, allez-y. Monsieur Hassan, allez-y. Bonjour à tous. Merci pour votre disponibilité. Là, je suis avec mon collègue Ali Boukar. Ali Boubacar, il a une question, donc je vais lui laisser le micro, il va poser sa question. Et après, moi, je reviens avec ma question. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Ma question, c'est sur vous avez expliqué le coût unitaire en monnaie courante et puis monnaie constante. Et je voudrais savoir si le coût unitaire en monnaie constante signifie la même chose que le coût fixe que nous avons vu dans le module 4. Ou bien est-ce qu'il y a la différence à ce niveau? La question, c'est si le coût unitaire en monnaie constante correspond au coût fixe. Oui. OK. Oswald, tu voulais réagir? Oui, je vais peut-être réagir avant que éventuellement tu ne complètes. Alors, on va se mettre dans une situation qui est celle d'un ménage. Il doit par exemple payer son loyer, quel que soit le nombre de personnes qui habitent dans cette maison, mais qui doit aussi payer une facture d'électricité, payer une facture d'eau. Juste pour prendre ces exemples-là. Si vous êtes une famille de 4 personnes, vous avez peut-être un loyer de 100 000. Mais si vous passez à 5 ou à 6, le loyer ne va pas changer, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que là, vous avez un coût qui est fixe, qui ne dépend pas du nombre de personnes qui habitent la maison. Donc là, on a ce qu'on appelle un coût fixe.
Mais la facture d'électricité, la facture d'eau, ces deux factures vont dépendre, bien sûr, de la consommation. Et cette consommation est elle-même une fonction de probablement combien de personnes sont dans la maison, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont plus nombreux à se laver, ils sont plus nombreux à consommer l'eau, ils sont plus nombreux peut-être à aller d'une pièce à l'autre. Et donc, plus il y a de personnes dans une maison, plus la facture sera élevée. D'accord? Donc, vous voyez qu'une partie de votre coût sera le loyer, qui est un coût fixe. Une partie du coût total, ça va être le loyer, qui est un coût fixe. Mais vous avez aussi un coût variable, dans le sens que il dépend du nombre de personnes que vous avez, et donc que le coût variable d'un mois à l'autre, d'une période à l'autre, va justement varier. D'accord? Donc, finalement, votre coût total, ça va être le coût fixe, le coût variable. Ça, c'est la différence qu'il faut faire dans la question des coûts. Coûts totaux, coûts fixes, coûts variables. Maintenant, le coût unitaire, c'est le ratio justement du coût total au nombre de personnes que vous avez dans votre maison. Donc, vous allez diviser le coût fixe par le nombre de personnes et vous allez également diviser le coût variable par le nombre de personnes. Et ce qu'on a fait un peu dans le chapitre 4, c'est que le coût fixe, il est vraiment fixe, c'est une certaine quantité, mais le coût variable, c'est le prix unitaire multiplié par le nombre d'unités que nous avons. Donc, votre coût unitaire, finalement, sera votre coût fixe sur le nombre d'unités plus le prix unitaire. Et on a montré que lorsque le nombre d'unités va à la hausse, le coût unitaire a tendance à se réduire. On a aussi surtout insisté sur le fait que l'idée dans la politique éducative, ce n'est pas seulement de viser une amélioration indéfinie du coût unitaire, c'est aussi et surtout de penser à la question de la qualité qui va baisser lorsque vous détériorez, lorsque le coût unitaire va lui-même à la baisse. Donc, c'est finalement cet équilibre-là qu'il faut faire entre la volonté d'avoir une politique éducative qui n'est pas trop chère, mais qui est en même temps efficiente, dans le sens qu'elle permet d'atteindre des résultats de qualité. Donc, coût unitaire, c'est le ratio du coût total sur le nombre d'unités. Coût fixe, c'est une certaine quantité que vous avez, qui ne va pas changer, qui est un coût que vous supportez indépendamment du nombre d'unités qui bénéficient justement de l'espace. Voilà, Messou, Maoli, je ne sais pas si vous avez des compléments, mais sentez-vous libre. Merci, merci Oswald. Je pense que tu as fait le tour. Donc, il y a trois notions dans la question du collègue. Donc, coût fixe, le coût unitaire et le coût à monnaie constante, je pense. Et tu as très bien expliqué, en lien bien sûr avec le travail qui était fait sur le module 4, les deux premières. Peut-être juste pour ajouter qu'autant le coût unitaire comme le coût fixe, il peut être exprimé en monnaie constante et en monnaie courante. Donc, monnaie constante, monnaie courante, c'est juste une façon c'est une unité, voilà, c'est une façon d'évaluer quelque chose. Donc, le coût en lui-même, Oswald l'a bien défini, coût unitaire, coût fixe, ce sont des coûts qui peuvent être évalués à prix courant ou à prix constant. Donc, je ne vais pas peut-être en rajouter plus. Et s'il y a une autre question de notre collègue, on peut la prendre. Merci. Ok, merci beaucoup. Vraiment, l'exemple que Prof. Oswald avait donné, ça a vraiment éclairé nos inquiétudes. Donc là c'est bien. Et là, maintenant, j'ai une autre préoccupation. Moi, c'est Issa Zakaria. Je reviens ici par rapport au calcul de taux de croissance annuel moyen. Et là, par rapport au devoir, le devoir passé, le devoir que nous avons soumis, je pense que c'était le dimanche, oui.
Et en calculant, parfois, on se retrouve à un taux de croissance annuel moyen négatif. Et là, si on se retrouve face à cette situation, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On les laisse négatifs ou on les met en valeur absolue, c'est ça ma préoccupation, quoi. Ok, merci. Peut-être tu commences, Oswald, si tu veux, et tu peux. Donc, le taux de croissance, il apprécie, on dit croissance, voilà. Donc, si ça a augmenté ou ça a baissé, Ouais. c'est bien ça. Voilà. Du coup, si vous trouvez un taux de croissance négatif, ça veut dire que la quantité que vous êtes en train d'analyser a baissé sur le temps entre l'année de base et l'année finale. C'est bon? Maintenant, dans le Ouais. calcul, peut-être la valeur le taux de croissance annuel moyen, c'est juste, on va dire, une valeur moyenne de combien a baissé votre quantité sur les années. Donc, c'est possible, déjà même par construction, c'est possible que ce taux-là, il puisse être négatif. Il n'y a pas besoin de mettre valeur absolue. Il peut être positif comme négatif. OK. Il peut être nul aussi. OK. C'est bon? C'est bon. OK, c'est bon, c'est compris. Ok. Merci. Alors, nous avons une autre Oui, question dans le chat. Et puis, j'ai vu que Monsieur Kahn avait levé la main à nouveau. oui, oui. J'ai une question. Je ne sais pas si les professeurs l'ont traité parce que je suis entré en cours. Et par rapport à la compréhension du cours, vous avez dit que la question de l'éducation se décline par rapport à 3 volets. Maintenant, je pense que les volets, c'est celui de l'examen des ressources mobilisables. Et le second concerne l'estimation des dépenses effectives. Et le troisième, c'est par rapport au chiffrage des plans de développement. Je voudrais peut-être des explications par rapport à ces 3 volets-là. Par rapport à ces 3 volets-là. C'était une question que j'avais posée par rapport à la compréhension du cours. Merci. Ok, merci, monsieur. Donc, je disais, c'est pas pour tout le système, comme vous avez posé la question, c'est principalement pour l'analyse des coûts et financements. Donc, dans le système, on a plusieurs thématiques. On a la thématique sur l'accès, la qualité, ainsi de suite, et une thématique sur les coûts et financements. Donc, dans la thématique des coûts et financements particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les volumes qui sont mobilisés pour le financement de l'éducation, d'où viennent ces volumes-là. Donc, il y a plusieurs sources, on va dire. La première source, c'est l'État. Donc, l'État, via son budget, est l'un des premiers pourvoyeurs dans la majeure partie des pays pour le secteur de l'éducation. Donc, c'est l'État qui va payer une grande partie des salaires, c'est l'État qui va payer une partie du fonctionnement des établissements scolaires, c'est l'État qui va, via peut-être des programmes de cantine scolaire, avoir cette fonction pour l'alimentation scolaire, c'est l'État qui va assurer peut-être l'achat, la distribution de certains manuels scolaires, ainsi de suite. Donc, l'État, via son budget, est l'une des principales sources de financement pour le secteur de l'éducation. Et en plus de cette source, on a également d'autres sources. Donc, on a les parents d'élèves qui sont également des sources de financement pour le secteur de l'éducation. Donc, vous, en tant que parent, vous contribuez au financement de l'éducation. Donc, chaque année, vous payez des frais d'inscription pour vos enfants, vous payez des tenues scolaires, vous payez pour la cantine, vous payez pour les livres, ainsi de suite. On a aussi comme unité de financement les partenaires qui accompagnent l'État, voilà, sur des projets d'investissement, notamment pour pouvoir développer l'infrastructure scolaire. Donc, dans l'analyse, on va regarder quels sont les volumes, donc combien sont mobilisés, combien est mobilisé pour le secteur de l'éducation, mais aussi d'où viennent ces fonds-là.
Et une autre chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce que ces fonds sont utilisés. Donc, on va discuter de la répartition des fonds par niveau d'éducation. On va regarder le préscolaire, combien sont alloués au préscolaire, combien de fonds sont alloués au primaire, combien de fonds sont alloués au collège, au lycée, à la formation technique, l'enseignement supérieur, ainsi de suite. Et on va également regarder qu'est-ce qui est financé dans chacun de ces niveaux-là. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les salaires, les biens et services, fonctionnement, ainsi de suite. Et à la fin, on va parler de cette notion qui était dans la question du collègue tout à l'heure, les coûts unitaires. Donc, combien on paye en moyenne par enfant et faire des analyses également d'efficacité, d'efficience et d'équité de la dépense. Donc, ça, c'est plusieurs angles possibles d'attaque de l'analyse des coûts et financements. J'espère que ça répond à votre question. C'est bon, merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oui, monsieur Lazia. Monsieur Lazia, allez-y. Votre micro est Que fermé. je rebondis par rapport à la question de taux de croissance là. Allô? Oui, oui, allô, on vous Se entend. suit? Oui, Allez-y. le taux de croissance. On a dit qu'il y a une valeur, il peut être positif, négatif. Mais quand c'est nul, qu'est-ce qu'on dirait? Puisqu'on a eu une interprétation pour le négatif et le positif. Mais quand c'est nul, qu'est-ce qu'on dirait? Je voudrais savoir cela, merci. C'est là ma préoccupation. OK, merci, merci, monsieur Lazia. Donc, par construction, pour le taux de croissance, si on reste juste d'abord sur le taux de croissance en lui-même, Oui. lorsqu'il est nul dans la Mhm. construction, ça veut dire que la valeur finale est égale à la valeur initiale que vous comparez. Mhm. C'est bon? Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance entre les deux périodes que vous comparez. Donc, si on prend un exemple, le PIB, il peut être de 1000 en 2016. Lorsqu'on va en 2017, il est encore de 1000. Lorsqu'on va faire le calcul, on va se rendre compte que la différence est nulle. On va diviser par 1000, ça fera 0%. Donc, il n'y a pas eu de croissance entre 2016 et 2017. C'est bon? Ça, c'est si OK, on est sur deux merci. périodes consécutives, peut-être qu'on calcule le taux de croissance. Après, le taux de croissance annuel moyen, c'est Mhm. à peu près la même logique, mais il faut avoir en tête qu'on le calcule sur une période qui est beaucoup plus importante. Donc, on peut le calculer sur 3, 4, 5 ans, ainsi de suite. Mais par construction, il ne prend en compte que la valeur initiale et la valeur finale. Donc, s'il est nul, ça veut dire que la valeur initiale est égale à la valeur finale. Mais ça ne veut pas dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu de légère fluctuation. Donc, si on prend l'exemple des 1000, en 2016, on a peut-être 1000 de PIB, et en 2020, on a 1000 également. Mais en 2017, on peut avoir peut-être 1100, 1200, en 2018, on peut baisser, ainsi de suite. C'est bon? C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a une autre question, collègue? Alors, il y a une question dans le chat. Niveau de l'indice des prix, utilité du calcul de l'inflation et de l'indice de parité dans le calcul de la monnaie courante et constante. Je ne sais pas si Oyumta Madingi, vous êtes toujours là. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser la question, clarifier la question?
pense qu'elle est en train de crier. Je ne sais pas si son Oui. micro a un problème. Bon, sinon, je pense qu'on peut y répondre. Elle n'arrive pas à ouvrir son micro. Bon, ok, on va y répondre. On en a discuté tout à l'heure lors de la question du collègue sur PIB, monnaie courante, ainsi de suite. Donc, comme Oswald et moi le disions, la différence entre monnaie courante, monnaie constante se situe en termes de, on va dire, pouvoir d'achat. Donc, si je reprends l'exemple des 1000 francs qu'on a pris tout à l'heure, les mêmes 1000 francs que vous utilisez aujourd'hui pour acheter peut-être une baguette de pain, pour ces mêmes 1000 francs en 2010 ou 2000 même, vous aviez peut-être 5 baguettes de pain. Donc, vous voyez que entre 2000 et 2026, il y a eu une augmentation du niveau général des prix qui a fait que les 1000 francs ont perdu de la valeur entre 2000 et 2026. Du coup, on va introduire maintenant cette notion de niveau de prix ou indice de prix. On va regarder quel était l'indice de prix de 2000, quel est l'indice de prix de 2026, faire la comparaison, et ça, c'est les calculs que vous avez dans le module, ce qui va nous donner une idée de quelle est la valeur de 1000 francs au prix d'aujourd'hui comparé à la valeur de 1000 francs au prix qu'il y avait en 2000 sur le marché. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur les devoirs? Est-ce que vous avez des questions sur les devoirs? Allez-y, oui. Lu sur votre mail là qu'il y a déjà le devoir qui serait disponible, mais je ne vois pas. J'ai ouvert ma page, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si c'est toujours la situation. Vous parlez du devoir, de quel devoir, pardon? Le devoir en cours, le devoir 2. Deux. Ok, je vais regarder. Apparemment, sur la plateforme, il n'y en a pas encore. Je ne sais pas si c'est toujours, ça viendra avec. Ok, je vais regarder, peut-être il y a un souci. Pour le devoir 1, donc il était à rendre dimanche, il y en a encore certains qui ne l'ont pas rendu. Donc si vous avez des questions, des interrogations, allez-y. Je vois que Lavia, Yasser, vous avez levé la main également. Donc si vous avez Oui. une question, allez-y. Oui, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est pour avoir le sujet du devoir 2. C'est dit dans le mail qu'on doit le rendre le dimanche 7. Inspecteur, je suis en train de suivre le cours. Alors que sur la plateforme, ce n'est pas encore apparu. Merci beaucoup. Oui. D'accord, je vais regarder Mais- ça. Je regarde ça sur la plateforme. Merci de Ouais. votre retour. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions sur le cours ou autre?
Bonjour. Allez-y, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Désolé, je sais que c'est un an un peu plus dans le cours et cette passé, j'ai eu des difficultés lors du dernier module. Donc, je voulais même écrire, je n'ai pas pu rendre les 2 derniers devoirs. J'étais suspens, donc, j'ai même écrit, donc, c'est que le module est à clôture. Qu'est-ce qu'il y a de faire sur ce genre de problème? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris car je vous entendais mal. Donc, il s'agit des 2 devoirs du module 4. C'est ça? Oui, madame. Vous parlez du dernier module. OK. OK, c'est noté. Est-ce que vous pouvez nous faire un mail pour expliquer? Oui, je vais refaire un autre mail. Parce que je vais d'abord faire un premier mail, je vais refaire un autre mail. Alors, je vous entends mal, mais j'ai noté que vous aviez dit que vous alliez faire le mail. OK. Je vais refaire le mail, parce que je vais faire un OK. premier mail. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions sur le cours? Sur le module? Alors, merci beaucoup, Monsieur Kahn. Donc, une autre nouvelle question dans le chat. Est-ce que le financement de l'État peut suivre l'augmentation du nombre d'étudiants dans un pays sous-développé? Peut-être, Monsieur Kahn, si vous pouvez prendre la parole pour expliquer la question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Par rapport à la question, j'ai vu que on liait peut-être par le coût des étudiants. Quand ça augmente très rapidement, au vu de nos systèmes des pays sous-développés comme le Sénégal, où bon, il y a un manque de financement par rapport à l'éducation. Donc, c'est dû surtout à notre niveau de développement. Et à partir de là, est-ce que réellement, automatiquement, je pense que le coût des unitaires va diminuer d'année en année, parce que nous n'avons pas, on est des pays sous-développés. Maintenant, je pense, est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir autrement que par rapport à ça? Parce que si on le calcule surtout par rapport au coût unitaire des étudiants, je pense qu'à chaque fois, on aura des systèmes d'éducation qui sont un peu défaillants. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de calculer ça par rapport au taux de réussite des étudiants? Je pense que pour moi, ce serait l'idéal. Mais si on calcule ça à chaque fois par rapport au coût unitaire des étudiants, ce sera assez difficile pour avoir un système éducatif performant. Merci. Ok, merci, M. Kahn. Donc, la construction du coût unitaire, c'est ça, c'est le total de dépenses sur, comment on dit ça, sur le nombre de bénéficiaires. Donc, si on a un certain nombre d'élèves, on regarde combien on a dépensé. Vous avez donné l'exemple du supérieur. Donc, si on a 1000 élèves, 1000 étudiants pardon, au supérieur, quand on dépense 1 million, on divise, ça fait 1000 en moyenne dépensés par étudiant.
Après, ce que vous dites, il y a une grande part de vérité à l'intérieur dans la mesure où souvent les bénéficiaires augmentent beaucoup plus vite que le financement. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des coûts unitaires qui sont, comment dire, en baisse. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a plusieurs configurations où c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans l'introduction, j'ai évoqué cette notion de l'efficacité et surtout l'efficience de la dépense. Donc, si le coût unitaire aujourd'hui est 1000, il faut voir comment est-ce que les 1000 sont utilisés. Les 1000 peuvent être parfois utilisés pour certains postes de dépenses qui, s'ils sont optimisés, avec les mêmes 1000, on peut peut-être financer 1 ou 2 étudiants supplémentaires. Donc, en plus de l'analyse simple de l'évolution des coûts unitaires, il faut avoir cette analyse complémentaire de l'efficacité et de l'efficience de la dépense. Si vous faites les deux analyses, vous pourrez, elles se complètent très bien, vous pourrez à la fin tirer la conclusion de savoir est-ce qu'on dépense mieux ou non. Est-ce que ça répond à votre question, M. Khan? Oui, je vois. Ok, Je vois, merci. je vous en prie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions de cours ou sur les devoirs? Donc, n'oubliez pas, le document de cours est disponible sur la plateforme, donc pensez à bien le lire. Ça vous permettra d'avancer et puis lors des temps synchrones, voilà, d'avoir... Madame Julie, vous permettez? Oui, oui, allez-y. Pardon. Oui, c'est par rapport au devoir 2. Oui, Je vois que vous avez envoyé une note, mais quand on ouvre la plateforme, moi, je ne vois pas le devoir 2. Oui, les collègues ont mentionné, il doit y avoir un souci technique, donc j'ai indiqué, donc je vais regarder ce qui ne va pas. Je profite pour saluer mes tuteurs aussi. Merci. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Ah oui, ça va, alhamdoulilah. Ok, merci. D'autres questions? Pour profiter de la présence de Messou et Oswald? Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer cette session. Il reste un gros quart d'heure, mais voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on peut terminer en avance. Notre prochaine session synchrone de questions-réponses sera mardi prochain, à la même heure, 11 h, avec l'un des tuteurs. Donc pensez à bien préparer des questions, ou en tout cas bien lire le cours pour avoir les contenus en tête et pour pouvoir voilà, profiter au mieux de la présence des tuteurs et vous permettre aussi de poser vos questions, les choses qui vous bloquent sur la compréhension du cours. Voilà, donc d'ici là, donc c'est la semaine prochaine, d'ici là, pensez à bien lire ou relire le cours. Les devoirs également sont à faire. Voilà, et donc la semaine prochaine, l'heure de permanence du 9
pensez à arriver avec des questions si possible, en tout cas avec les contenus en tête. Voilà. Et merci beaucoup pour votre présence à tous et toutes. Et puis donc la session a été enregistrée, donc je la mettrai sur la plateforme et vous pourrez la regarder de nouveau si besoin. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci à vous et Merci. bonne Merci. journée à vous aussi. Merci aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.